L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur vos relations, que ce soit les relations à vous-même, aux autres et à ce qui vous dépasse parfois. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir sur mes ondes Jonathan Mathil. Jonathan, je l'ai rencontré il y a déjà un petit moment. Et il y a tout de suite eu un match. J'ai adoré la profondeur et ce que dégageait Jonathan. Et donc, je l'ai recontacté pour lui demander s'il était d'accord de venir partager sur ses activités professionnelles, son expérience. Jonathan, ce qui est vraiment pour moi très fort, et c'est ce que j'aime bien évidemment, c'est que c'est quelqu'un qui est dans une très forte dualité. C'est-à-dire qu'il a d'un côté son bagage académique, donc c'est quelqu'un qui a étudié la psychologie à l'Université de Genève. Et à côté de ça, il a une activité autour de l'énergie, de l'invisible, de l'inconscient. Et c'est pas un hasard, parce que Jonathan, il a vécu à l'âge de 23 ans ce qu'on peut appeler un éveil de Kundalini. Et ça a clairement marqué toute la suite de son parcours. C'est-à-dire qu'il a fait son doctorat sur les expériences de mort imminente. Et aujourd'hui, il a clairement une activité double. C'est-à-dire qu'il a d'une part de la consultation psychologique classique, et de l'autre côté, eh bien, il fait de la psycho-énergie. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et c'est comme ça qu'il se présente. Il a une grande activité dans ce qu'on appelle l'émergence spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, eh bien, on pourrait être amené à capter des messages, avoir des visions, ressentir l'énergie. Et quand ça nous arrive, eh bien, ça peut être très troublant. On a l'impression peut-être qu'on devient fou ou folle. D'ailleurs, il l'explique aussi très bien, comment lui, il a vécu à titre personnel cet éveil qui était très puissant. Et comme il le dit également, on a souvent dans ce genre de situation le besoin d'aller chercher des ressources, et parfois à n'importe quel prix. Et c'est là où je vous rends tous attentifs et attentives sur le fait que, il faut s'entourer de professionnels de qualité. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en évidence dans ce podcast. C'est des personnes avec qui j'ai des échanges profonds, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous ou un de vos proches, un ami est en train de vivre une expérience, on va dire, d'émergence spirituelle, n'hésitez pas à lui parler de ce podcast et de Jonathan, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui pourra vraiment accompagner les personnes dans la justesse de ce qu'elles sont en train de vivre. Mais sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce merveilleux échange que j'ai eu avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Sandrine. Écoute, merci de m'accueillir chez toi, dans ton bel espace. C'est un plaisir. Et je suis ravie qu'on puisse faire ce podcast. Moi aussi. Et parler de tout ce que tu peux apporter aujourd'hui, de tout ce que tu mets en place. Ma première question que je pose à tous mes invités, c'est de te décrire sous la forme d'une métaphore. Alors d'une métaphore. Alors, sachant que j'ai commencé avec un état d'esprit plutôt pragmatique et puis par la fin, j'ai terminé tout en étant pragmatique mais ouvert. Je pense au papillon quelque part de loin. Donc, un papillon. Un papillon qui commence dans la terre, qui après mûrit et puis devient papillon et puis arrive à s'envoler tout en restant toujours sur terre. Mais je pense à papillon comme ça de loin. C'est une belle image. Et aujourd'hui, par rapport à ce papillon, tu parles qui commence dans la terre, tu as parlé de pragmatisme et qui s'envole. Et c'est quoi les étapes marquantes de ton parcours ? Alors là, d'accord, on va aller loin là. Oui, tu vas jusqu'où tu veux. Alors moi, c'est simple. Moi, je pense que je suis issu d'une famille assez traditionnelle suisse. J'ai ma mère qui est séchelloise, donc moi j'ai 2 nationalités, séchellois et suisse, donc issus de 2 cultures. Ça joue quelque chose, dans le sens où là-bas aux Seychelles, par exemple, les gens sont plus ouverts même à ce qu'on appelle le syncrétisme, donc le fait d'être ouvert à plusieurs religions ou spiritualités différentes. Mon propre père, ici en Suisse, il est psychiatre, même pédopsychiatre, donc j'ai aussi grandi dans mon enfance avec lui, avec ce côté très pragmatique. Donc voilà, déjà j'ai un bagage culturel
d'un côté et de l'autre, qui a fait qui je suis. Et puis, moi, dans mon parcours, de toute façon, j'ai toujours eu cette personnalité curieuse, de base. Curieuse, ouverte, à expérimenter tout. Ça a toujours été ma philosophie de vie depuis en tout cas, mon adolescence. Tout expérimenter un maximum de choses, dans les limites du raisonnable. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une amie qui m'a dit, tout simplement, est-ce que ça te dit de venir faire une séance chamanique où on est censé faire j'oublie toujours ce qu'elle a dit, mais je crois qu'elle m'avait dit un voyage chamanique. Voilà, un voyage chamanique. Alors moi, je savais pas du tout de quoi elle voulait me parler, mais j'étais curieux. Donc j'ai décidé d'y aller. Comme d'autres fois, j'ai accepté d'aller dans des temples tibétains, dans des temples je ne sais quoi. Cette fois-ci, c'était un moment avec une chamane. J'avais 23 ans à l'époque. J'ai jamais été plus croyant de quelque chose ou quelque chose d'autre. J'ai une éducation protestante, mais sans plus. J'étais même pas plus croyant que ça, quelque part. Mais j'ai décidé d'aller là-bas, à cette cérémonie chamanique, où il y avait une dame qui s'est présentée comme chamane, très gentille. Elle m'avait fait rentrer gratuitement, j'étais très content. C'était que 10 francs l'entrée, mais elle m'a laissé rentrer gratuitement. Et puis, on était peut-être une vingtaine de personnes. C'était dans le canton de Fribourg. Et puis, c'était plutôt du côté suisse-allemand. Tout le monde parlait suisse-allemand, sauf moi. Mais qu'importe, c'était même pas le but, la langue. Mon amie qui était avec moi, elle me guidait un peu dans ce que la chamane pouvait dire. Et puis, en fait, cette chamane, son but, c'était de nous faire vivre un état modifié de conscience, type chamanique. Chacun aura sa notion de ce que veut dire chamanique. Moi, franchement, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, mais je me suis dit, allez, soyons fous. Et en fait, cette dame nous a invités à tous les participants, on était peut-être une vingtaine, à nous coucher sur le dos et puis à nous laisser aller par des instruments à percussion qu'elle faisait, avec des petites cloches. Je ne pourrais pas dire les noms de tous ces instruments. Et puis à un moment donné, moi, ça ne me faisait pas grand-chose. J'étais couché sur le dos, j'étais peut-être fatigué de ma journée de travail. Très intéressant. J'étais assez fatigué en fait, mais j'étais bien présent, bien là. Mais ce qui a tout changé pour le reste de ma vie, et là je le dis avec beaucoup d'importance, c'est dès le moment où cette chamane, elle a tapé dans un gong. Un simple instrument de musique, on va dire, ou à percussion. Un gong de peut-être 1 mètre de diamètre. Dès qu'elle tape dedans, moi j'étais couché sur le dos, mais dès qu'elle tape dedans, mon corps, il s'est statifié. Statifié de manière complètement inattendue. Sur le moment, j'ai tout de suite senti ça. Et je n'ai jamais senti de toute ma vie ce genre de sensation. Et j'ai compris que là, tout ce que je pouvais imaginer, folklore, magie, énergie, là, tout d'un coup, bam, j'ai eu ma claque en un quart de seconde en me disant, mais en fait, là, il y a un truc qui se manifeste, qui dépasse tout ce que j'ai pu apprendre depuis toujours au niveau des lois de la science ou de la spiritualité ou de la religion. Et là, maintenant, je vis concrètement, charnellement, corporellement, quelque chose de fort. Mon corps se statufie, juste après avoir entendu un gong. Là, j'ai juste ce qui se passe en l'espace d'un quart de seconde. Mais ensuite, cette chamane, elle a continué à taper dans ce gong 6-7 fois en l'espace de, c'est difficile à dire, peut-être 10-15 minutes. Ça fait longtemps. Et pendant ces 10-15 minutes, tout simplement, il y a une énergie au niveau de mon bassin qui est montée le long de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête. C'est très déstabilisant. Je me suis même posé la question, dès le départ de ces sensations, est-ce que je dois avoir peur ou pas peur? J'ai fait le choix, je pense que c'était le choix le plus important de ma vie, à cet instant de me dire, n'aie pas peur. Mais c'était un choix. N'aie pas peur, aie confiance. Il y a des choses qui se manifestent, qui te dépassent complètement, mais j'ai accepté. J'ai accepté. Et heureusement que je l'ai accepté, parce qu'en fin de compte, c'était un beau cadeau. Mais ça, c'est sur le long terme plutôt. Et puis, petit à petit, voilà, cette énergie, elle est montée le long de ma colonne vertébrale. Elle a fait lever mon bassin. C'était assez étrange, tout seul, sans ma volonté. Quelque contrôle, oui. Sans ton contrôle. Voilà, c'est comme si cette énergie, elle contrôlait. Voilà, elle contrôlait. Je lui ai donné le contrôle de mon corps, mon consentement, si on veut. Et je lui ai fait confiance. Et je me suis pas opposé. Donc, je l'ai laissé faire ce qu'elle avait à faire en me disant, voilà, c'est mon destin. C'était vraiment le maître mot du moment. Je passe sur un parcours important, je sais pas quoi. Et j'ai laissé cette énergie monter le long de mon être. Elle est montée assez facilement vers le cœur, vers la gorge. Et plus elle montait, plus mon corps se voûtait. Alors, ça peut faire peur, mais il faut pas avoir peur pourtant. Mais plus mon corps se voûtait. Mon dos se combrait.
Et plus cette énergie montait, plus je respirais de manière aussi lente et profonde. Même ma respiration, je la contrôlais plus. Elle était lente, profonde, et plus je respirais profondément, plus cette énergie montait, toujours avec le son du gong à côté, et puis elle est montée vers la gorge. Et puis à un moment donné, j'ai compris que cette énergie allait rentrer à l'intérieur de mon cerveau. Et là, je me suis dit, mais si cette énergie, elle est capable de me voûter le dos à tel point, qu'est-ce qu'elle va faire dans ma tête? Je m'étais dit qu'il y avait une possibilité que je meure, puis étrangement, je me suis dit, bon, peut-être, je vais mourir. Mais jamais. Donc il n'y avait pas d'appréhension de même la laisser venir jusque dans la tête. C'était... Sur l'instant, je me suis dit, il faut la laisser. C'est comme si je dois la laisser. Et peut-être je vais mourir, et qu'importe. Parce que maintenant, j'ai carrément la preuve qu'il existe quelque chose de transcendant. Et j'ai laissé rentrer dans ma tête. Et une fois qu'elle est rentrée dans ma tête, alors là, déjà que j'avais le dos voûté, mais là, cette fois-ci, ça m'a fait un énorme mal de crâne, très, très, très fort. Ça m'a fait révulser les yeux. Donc, mes yeux sont devenus blancs. Et pendant 1 minute, et je suis resté comme ça, cette énergie a fait bouillonner mon cerveau. C'était extrêmement étrange. Et petit à petit, après la chamane, elle n'a plus sonné dans le gong. Et mon corps, après, il s'est remis à plat, sur le dos, comme si de rien n'était. Et j'ai retrouvé un peu, mon corps. Cette fois-ci, j'avais la volonté de faire ce que je veux avec mon corps. C'est pas que j'ai pas eu la volonté avant de contrôler mon corps, mais j'ai laissé mon corps à cette énergie qui avait besoin de bouger à sa manière. Ça, c'est important. J'ai pas été en contradiction avec elle. Par la suite, la chamane, elle a fait d'autres instruments. Bon, c'était une longue soirée, mais par la suite, elle a fait d'autres instruments, comme des tam-tams, des tambours, qui m'ont mis en transe, qui ont mis mon corps en transe, qui l'ont fait bouger d'une manière qui n'était pas mon intelligence à moi, qui faisait bouger mes mains, mes bras d'une telle ou telle manière, mais c'était quelque chose d'intelligent en moi, que j'ai compris à l'instant T qui existait. Mais le plus étrange dans tout ça, déjà en fin de séance avec cette chamane, je lui ai dit ce qui s'est passé. Elle m'a simplement dit que j'avais une avance. J'en ai un petit peu voulu à cette chamane parce qu'elle n'a pas compris que j'avais vécu quelque chose de très intense, ou elle l'a pas vu, je sais pas. Mais j'en ai voulu parce qu'elle n'a pas pu m'accompagner pour le coup. Puis là, j'aurais eu vraiment besoin d'un accompagnement psychologique, qu'importe, ou spirituel, qu'importe. Mais là, suite à ça, on a besoin d'un accompagnement. Mais ça, c'est encore un tout autre chapitre. Et puis en arrivant chez moi, le soir même, même le soir d'après ou même d'après, j'ai remarqué que par le simple fait de simuler dans ma tête le son du gong, comme on peut imaginer une chanson, une musique, directement, mon corps se remettait en état second, comme c'était à cette cérémonie chamanique. Donc l'énergie remontait du bassin, remontait vers la tête. Et c'est comme si, en fait, chaque soir, depuis ce moment-là, je peux, par ma volonté, et même jusqu'à aujourd'hui, mais les positions ont changé, rentrer en transe très facilement, extrêmement facilement. Maintenant, j'ai plus besoin de simuler dans ma tête le son du gong. Ça vient tout seul, en l'espace d'1 seconde et demie. C'est tout un parcours, en fin de compte. On pourrait en parler des heures, on n'aura jamais le temps. Cette soirée-là, ça a été le moment où j'ai découvert, qui a activé en moi, comme un bouton, on change d'état modifié de conscience pour découvrir une autre forme d'intelligence. Chacun pourra la nommer comme il veut. Quelle est sa source, qu'importe. Est-ce que c'est de l'intuition, peut-être? Est-ce que c'est tout autre, peut-être? Mais il y a une autre forme d'intelligence qui est capable de m'aider dans plein de choses que je fais aujourd'hui. De toi à moi, c'est pas quelque chose qui m'est étranger puisque je suis partie faire une formation en transe aux États-Unis, que je vois effectivement ce que ça peut créer en fait d'ouvrir ces champs d'état modifié de conscience, comme tu dis, parfois de manière, on va dire, violente. En tout cas, on s'y attend pas. Comme tu dis, c'est quelque chose qui nous accompagne et qui nous permet aussi d'évoluer. Et par rapport à ton parcours et ce qu'on a pu échanger, c'est aussi aujourd'hui un de tes activités en fait de permettre aux gens de se connecter à cette énergie. Et d'accompagner des gens, tu dis, moi, j'ai pas été accompagnée, de pouvoir aussi accompagner les personnes qui traversent, en fait, ces émergences spirituelles. Oui, ça. Exactement. En fait, il faut comprendre que ce que je viens d'évoquer là, mon vécu, c'est ce qui s'apparente aujourd'hui à ce qu'on appelle, dans certains articles scientifiques, un syndrome physio-kundalini. Voilà, c'est vraiment le terme en psychologie transpersonnelle qu'on utilise pour identifier ça. C'est pas une maladie, c'est un état modifié de conscience qu'on catégorise comme émergence spirituelle ou crise spirituelle. La crise, surtout si on vit ce phénomène de manière très brutale, très déstabilisante. Pour moi, ce moment, et pendant les années et mois qui ont suivi, j'étais en pleine phase de ce qu'on appelle une crise spirituelle,
une déstabilisation au niveau identitaire. Qui je suis, qui je ne suis pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas. Parce qu'aucun livre de psychologie, de psychiatrie pouvait décrire facilement ce que j'ai eu. En tout cas, de psychiatrie classique. Il fallait aller dans la catégorie transpersonnelle pour comprendre ce que j'avais eu. Moi, j'ai découvert ce terme d'éveil de Kundalini, qu'on parle dans l'hindouisme, que 4 ans après. 4 ans après ce que j'ai eu. Pendant longtemps, j'étais tout seul. Et puis, je me suis rendu compte, donc là, on est en 2009, je crois en 2013. Voilà, ce que j'ai eu à cette époque, j'étais très content de voir à un moment donné qu'il y a des articles scientifiques sérieux dans ce domaine. C'était pas une forme de schizophrénie, c'était même pas une forme de possession. J'ai cru à un moment donné que c'était une forme de possession, mais ce n'en est pas une. Et c'est même reconnu par la psychiatrie, l'état dissociatif de possession, mais j'avais pas les critères par rapport à ça, parce que je pouvais le contrôler, y entrer, faire le choix d'y entrer ou d'en sortir. Puis c'était pas agressif. Ce que j'ai découvert en fin de compte, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui pouvaient vivre exactement la même chose que moi, mais qui ne savaient pas comment le nommer. C'est très important de savoir le nommer avec des mots de notre culture contemporaine, même scientifique d'aujourd'hui. Il y a plein de mots qu'on peut utiliser aussi dans le domaine du spiritisme, de la spiritualité. Je dis pas que c'est faux, mais c'est une autre manière, un autre langage. Et moi, j'ai toujours eu aussi cette notion très pragmatique, très scientifique, et je préférais avoir cette voix-là qui me rassurait qu'un autre langage. Je pouvais aller dans un langage de religieux, chez les musulmans ou chez les chrétiens, ils m'auront sorti éveil du Saint-Esprit ou d'autres termes. Mais moi, ça n'aurait pas été compatible à ma personnalité ou ma culture, quelque part. Je préférais les langages scientifiques. Mais j'ai découvert qu'en fin de compte, c'est un sujet qui est très peu parlé en société, qui est tabou, où ceux qui en parlent ou qui le connaissent n'osent pas en parler, par peur d'être jugés, et puis que les gens qui les vivent, ça c'est la réalité du terrain que je vois même maintenant, en tant que psychologue spécialisé dans les émergences spirituelles. La réalité est qu'aujourd'hui, les gens qui vivent ce genre de phénomène, ils préfèrent en parler à des gens qui se disent médiums, à des gens qui se disent prêtres, peut-être imams, qu'à des psychologues ou des psychiatres. Sinon, ils vont se sentir catégorisés comme psychotiques, par exemple. Tout à fait. Comme quelqu'un qui est dans un délire. Voilà, là, il y a un champ dans le domaine des émergences spirituelles qui est très rarement abordé dans la psychiatrie, psychologie en général. Mais merci en tout cas pour ce partage, parce que c'était très fort. Et comme tu le dis, quand finalement on vit cette expérience, parce qu'à l'époque tu étais déjà psychologue, tu avais déjà ton activité de psychologue ou tu étais aux études? Voilà, tu alors en étais où? moi j'ai vécu ce phénomène en 2009 et c'est en 2010 que j'ai commencé mes études de psychologie à l'université de Genève. D'accord. J'ai fait mes études de 2010 à 2017 environ. Et puis, je pense même le terme syndrome physio-Kundalini ou éveil de Kundalini, pour parler avec un terme plus hindouiste. Moi, je l'ai appris qu'en 2013. Et c'est là que j'ai compris, mais ce que j'ai eu, c'était ça, parce que pendant longtemps, je ne savais pas ce que j'avais. Et puis, une fois que j'ai compris ce mot, j'ai pu approfondir sur ce sujet. J'ai pu même trouver, et ça c'était ma grande chance, à côté de l'université de Genève, des gens qui étaient spécialisés dans ce domaine. C'était ma grande chance. Qui ont pu m'aider, m'accompagner. J'avais notamment un thérapeute qui avait vécu presque la même chose que moi et qui a pu m'accompagner dans mon parcours d'acceptation. Parce que l'acceptation de vivre un truc autant transcendant, c'est pas facile. Extrêmement compliqué pour quelqu'un qui est à la base, et je le suis toujours, mais très scientifique, très pragmatique, mais qui est confronté à quelque chose qui est culturellement même pas accepté. C'est un peu l'impression que j'ai quand même. Mais c'est très important de trouver les personnes pour nous accompagner dans ce domaine. Et là, il y a aussi des dangers, en fin de compte, dans cet accompagnement qu'on peut offrir à quelqu'un qui vit ces phénomènes. Il faut quelqu'un qui accompagne, qui soit relativement neutre d'un point de vue croyance spirituelle. Il n'est pas censé apporter une croyance spirituelle à l'autre à apprendre, mais il est censé accompagner l'autre dans sa propre croyance spirituelle. Spirituelle ou pas spirituelle, qu'importe ses croyances. Mais c'est très difficile, parce que les gens qui vivent ce genre de phénomène d'état modifié de conscience très abrupt, elles sont tellement déstabilisées qu'elles sont prêtes à trouver de l'aide n'importe où. Mais tant que c'est de l'aide, et c'est là que s'ouvre bien sûr un champ qui est celui des pseudo-gourous, si on veut, des gens qui peuvent demander beaucoup d'argent pour donner telle ou telle réponse, et embrigader des gens dans des sectes. Oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'on en parlait d'ailleurs de ce principe de l'émergence spirituelle aussi sociétale, qui était une des prophéties de Jung, de dire que l'homme des rues aurait accès
c'est une nouvelle forme de conscience, de spiritualité. Comme tu dis, on peut l'appeler comme on veut. Et comment aujourd'hui la société s'ouvre petit à petit, mais encore avec beaucoup de résistance, avec des mauvais chemins aussi qui sont pris. C'est pas sans danger. Et l'importance, comme tu dis, de trouver des personnes qui peuvent vraiment nous accompagner, accueillir, pas nous mettre des idées dans la tête. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental, effectivement. Et c'est même très dur. Hein. Moi, j'ai fait même... je me suis spécialisé avec le temps sur un autre type d'émergence spirituelle. Hein. J'ai fait mon travail de master à l'Université de Genève sur les conséquences psychologiques des expériences de mort imminente. Donc là, on parle de gens qui ont, par exemple, lors d'un arrêt cardiaque, vécu cette sensation de sortie de corps, de passage vers la vie après la vie, voilà, comme on pourrait dire dans la population. C'est des gens qui se sentent très, très, très seuls, extrêmement seuls, qui ne savent pas à qui elles peuvent parler de ce qu'elles ont vécu, parce que même des fois, le simple fait d'en parler à son conjoint, ou quelqu'un de sa famille, ou sa meilleure amie, son meilleur ami, ça peut être impossible, ça peut être trop déstabilisant pour l'autre. Tout à fait. Même là, il y a une fracture, il y a même, c'est étonnant, mais chez les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, beaucoup plus de divorces dans les couples où il y a eu justement quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente. Mais la fracture est gigantesque. C'est des gens qui se sentent vraiment seuls. Elles ne savent plus à qui parler. Et c'est là que je souhaite, en tout cas moi, m'avancer pour dire que non, on peut libérer la parole, on peut normaliser, valider le vécu. Est-ce que c'est un vécu qui est normal ? J'ai envie de dire oui, quelque part. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas des extraterrestres. Vous êtes un parmi d'autres, mais entre vous, vous ne vous connaissez pas. Mais vous existez bien, mais bien séparés les uns des autres. Peut-être après, vous pouvez vous retrouver dans des groupes de parole spécialisés dans les émergences spirituelles. Tant mieux. Peut-être sur des forums sur Internet. Mais c'est des gens qui existent bel et bien, mais séparés tous les uns des autres. Et tant mieux s'ils arrivent quelque part à se retrouver quelque part. Je sais qu'aux États-Unis, les gens sont plus ouverts, ils se retrouvent plus facilement. La culture francophone aussi fait que c'est un sujet beaucoup plus tabou. Ça, voilà, il y a une acceptation culturelle beaucoup plus basse que ce que ce serait aux États-Unis, que ce que ce serait peut-être même en Afrique, ou en Asie, ou dans des pays arabes. Mais la francophonie, c'est clairement un lieu qui est très basé sur la logique. Et peut-être trop sur la logique et pas assez sur le psy. C'est marrant parce que là maintenant je vais faire un petit lien avec le mot psychologie. Il y a psy qui veut dire, je crois, esprit, je ne sais plus dans quelle langue à la base étymologiquement. Et puis après il y a le mot logique. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui le monde de la psychiatrie, psychologie est beaucoup sur le logis que sur le psy. Voilà. C'est vrai. En fait, moi, ce que je remarque dans les personnes de mes réseaux qui sont beaucoup aussi dans l'accompagnement, on va dire peut-être à un autre niveau que uniquement alimenter l'ego, le mental, chercher des solutions, se questionner, d'aller vraiment juste ne serait-ce que ressentir ce que ton corps te dit. Est-ce qu'il y a des autres, peut-être des questions énergétiques. Il y a parfois des désillusions en fait de la psychologie classique ou standard. Moi, j'ai rencontré beaucoup effectivement de psychologues qui, à un moment donné, ont voulu faire de la psychologie parce que ça donne une carte, c'est le ticket entrance comme ils disent. Et puis qu'ensuite, c'est comment on peut conjuguer les deux tout en respectant chaque paroisse entre guillemets, j'ai envie de dire. Oui. Les psychologues que tu me dis, c'est des gens plutôt aux États-Unis. Alors, c'est passablement aux États-Unis. Il y a un peu cette grande tendance aujourd'hui, mais aussi en Espagne, dans d'autres pays, même européens, des gens qui ont dit, mais j'ai fait la psychologie parce que j'avais beaucoup d'attentes et en fait, je me suis rendu compte que ça n'a pas vraiment répondu à ce que j'avais vraiment envie de faire ou de contribuer sur un plan qui dépasse en fait le mental, l'alimentation rationnelle des problèmes. Oui. On verra bien ce qu'amène encore l'histoire de la psychologie dans ça. Je ne sais pas si elle va encore plus s'ouvrir ou plus se fermer. Moi, j'ai plutôt l'impression, quand je vois des articles scientifiques, qu'on est légèrement en train de s'ouvrir. Mais le problème, c'est que même si on arrive à prouver par A plus B, par un article scientifique magnifique, très bien fait, à quelqu'un de fermer à ça que, voilà, c'est prouvé que l'éveil de Kundalini existe, ou syndrome physio-Kundalini plutôt, pour parler avec le langage psycho, ou que les expériences de sortie de corps ou de conscience délocalisée existent, même si on arrive à prouver par A plus B avec des articles scientifiques magnifiques. La personne sceptique, elle sera toujours sceptique. Un article scientifique ne va rien démontrer, rien prouver pour eux.
J'avais cette envie moi-même quand j'étais à l'Uni de Genève, quand j'ai fait cet article scientifique, en interne de l'Université de Genève, sur les conséquences psychologiques des expériences de mort imminente. J'avais un peu cette envie de montrer que c'est facilement exploitable, qu'on peut démontrer, prouver. Mais à la fin, quand j'ai vu la réaction des gens en général, là je parle vraiment de généralité, dans la francophonie, les gens sont plutôt... ils se taisent. Ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Ils se taisent. Il y a un grand silence, il y a un grand tabou. Il y a peut-être un malaise. Peut-être certains qui sont très curieux, qui vont parler après, mais c'est très peu. Mais j'ai remarqué que j'essaye plus au jour d'aujourd'hui de prouver, démontrer quoi que ce soit. Je suis plus dans cette optique que, il y a des articles scientifiques qui viennent souvent des États-Unis. Tant mieux, et je les regarde, comme ça j'apprends des choses, mais vraiment d'un point de vue scientifique. Mais si par hasard il y a des gens qui ne veulent pas y croire, j'essaye plus de leur démontrer quoi que ce soit. Ce qui compte à la fin le plus pour moi, c'est d'aider les gens qui sont en souffrance, qui sont en recherche de réponses face à ces émergences spirituelles, face à ces crises spirituelles. J'essaie de les amener certaines réponses, pas sur la base de croyances, ni de philosophie, ni de religion ou spiritualité, mais sur la base d'articles scientifiques déjà existants. C'est juste pour rester déjà dans ma lignée qui est très cadrée de psychologue, qui est censée avoir une certaine éthique, une certaine déontologie, où je dois respecter les cadres de la science. C'est un peu mon précaré obligatoire pour garder ce titre de psychologue. Et ça me va très bien, quelque part. Parce que même si je ne serais même pas psychologue là en train de vous parler, franchement, j'aurais rien à vous apprendre et à personne au niveau de ce qu'il faut croire spirituellement ou pas. Tout à fait. Voilà. Ce que je trouve intéressant, on en parlait, cette dualité en fait entre le côté, tu dis, ce monde cartésien, ce langage scientifique et cette ouverture que tu as créée. En fait, tu t'es donné les moyens, tu es allé finalement à cette séance chamanique, tu as laissé l'énergie t'embarquer et puis aujourd'hui, construire, je ne sais pas, un patchwork, quelque chose ou un mandala, comme on dit, avec toutes ces parts. Oui, c'est le grand challenge. Oui. Je pense qu'il y a quelques psys comme moi, mais ils se montrent peu. Peut-être moi, je l'assume beaucoup plus. Après, j'ai besoin, c'est peut-être l'effet de cette émergence spirituelle que j'ai vécue en lien avec l'expérience Kundalini, mais on a un besoin d'authenticité après avoir vécu ce genre d'expérience. Je sais que toi, c'était la même chose. On a besoin d'être authentique, d'être soi. Et on peut pas jouer un rôle aussi facilement que ça. Tout à fait. Et moi, j'ai fait le choix de m'assumer, mais à 100%. Sinon, je vivrais pas ma vie. De mettre ça en avant, ce côté énergétique, ce côté émergence spirituelle, dans le cadre scientifique. Et c'est là que je dois être très subtil dans mes paroles, dans ce que je peux dire et faire. Et puis ça passe, mais il faut être délicat. Même moi, je suis même spécialisé dans les soins énergétiques ou dans la régulation énergétique. Le mot énergétique, on peut faire un grand débat sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'après les lois de la physique? Par contre, on arrive à retrouver des articles scientifiques qui montrent qu'il y a des effets des soins énergétiques ou du Reiki, dans la version japonaise, sur des articles très puissants sur le stress, sur l'anxiété, sur des symptômes de dépression, sur les douleurs. Voilà, ça c'est existant. Et moi, je me suis permis à la fin de me dire, je suis psychologue spécialisé dans le domaine de la régulation énergétique. J'ai envoyé des articles scientifiques bien solides, que ce soit la Fédération suisse des psychologues, en disant il y a des articles scientifiques qui montrent ça, moi je fais ça, j'ai telle et telle compétence que j'ai eue dans tel et tel domaine. Est-ce que pour vous ça vous dérange si je fais ceci? Ils m'ont répondu que non, tant que je suis dans mon cadre déontologique, pour eux c'est OK. Sur ces bases, j'étais très contente de leur réponse. Je me suis dit, le champ est ouvert, je peux en parler, toujours de manière bien cadrée. J'avais demandé aussi à un médecin cantonal qui m'avait dit, tant que je respecte certaines lois déontologiques, certaines règles, pour eux c'est OK. Là, j'étais quand même soulagé de voir qu'on me laissait le champ, tant que j'étais dans un cadre assez neutre, éthique, déontologique, on me laissait le champ. J'étais très content. Si j'aurais été, alors attention, en France, ça aurait été différent. Là, on m'aurait pas permis parce que les cultures sont beaucoup plus fermées par là-bas à ces phénomènes. En Suisse, il y a une petite ouverture. Il y a quand même, je sais qu'on peut observer de loin ce que je fais, mais je sais qu'il faut que je reste dans certaines règles bien précises pour légitimer cette pratique. Voilà. Tu parles de s'assumer à 100%. Tu as parlé d'un papa qui était donc psychiatre. Oui. Comment ça s'est passé avec lui, relationnellement, si tu es OK d'en parler? Parce que là, il y a effectivement, tu as aussi gravité dans le monde de la psychologie, de la psychiatrie, et tu as amené autre chose. Alors, j'en ai jamais parlé à mon père. OK. Malheureusement, on ne se voit plus. Mais j'en ai parlé à ma mère. D'accord. J'en ai parlé à ma mère
quand j'ai vécu ce phénomène à 23 ans, à 27 ans, je pense dès que j'ai appris le mot syndrome physio-kundalini, j'ai compris que là, il fallait que je fasse un processus que j'aime bien appeler coming out spirituel. Voilà, le fait de dire, écoute, maman, j'ai vécu ça, et ce truc m'a amené une nouvelle capacité pour manipuler l'énergie, autant subtil que ça a l'air. Alors ma mère, elle m'a regardé en me disant, mais Jonathan, c'est bon, il faut aller voir un psychiatre. Elle était convaincue que je devais voir un psychiatre. Un jour, je lui ai même dit, je suis allé à fond, au fond des choses, je lui ai dit un truc vraiment intime, je lui ai dit, mais écoute, j'ai eu un phénomène de lumière, parce qu'on peut voir aussi certaines choses quand on a vécu ce genre de phénomène, et elle a eu peur, j'ai bien senti sa peur. Voilà, que je vrille psychiatriquement. Pendant la même semaine, elle avait des problèmes de dos, c'était marrant. Et puis un soir, elle me dit, mais Jonathan, j'ai mal à mon dos, tu penses que tu arrives à m'aider avec ton truc là? Donc je lui montre énergétiquement ce que je suis capable de faire pour soulager son dos. Elle m'a regardé bizarrement pendant la séance. Ensuite, elle va au lit, tranquille. Ça, c'était vraiment un tournant très drôle dans ma vie. Et puis, je sais pas, c'est 23h, minuit, par là. Et puis, d'un coup, elle toque à ma porte. Et puis, elle danse devant moi. Mais ça va bien, Jonathan, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as fait sur moi? Et puis, elle dansait, j'ai pas mal au dos. Génial. Et ça, c'était génial pour moi parce que c'est comme si tout d'un coup, elle comprenait que j'ai eu un vrai truc. Elle me prenait plus pour un fou. Et puis depuis ce jour-là, c'est bon. Après, j'ai dû lui faire plusieurs fois des trucs pour le dos quand ça allait pas bien. Et puis, elle est très contente maintenant de m'avoir à côté d'elle pour l'aider s'il y a un tel ou tel souci au niveau physique. Mais c'était important pour moi quand on fait un coming out spirituel comme ça, qu'il y ait cette forme de l'autre côté d'acceptation. Ça, c'est un mot qui est très important, l'acceptation, mais c'est comme un vrai coming out. Si on doit dire qu'on est homosexuel, par exemple, si de l'autre côté, il n'y a pas de l'acceptation, c'est pas facile. C'est clair. Et je sais que révéler ce qu'on a vécu, quand on a vécu une émergence spirituelle intense, à un autre qui nous tient à cœur, on a besoin d'être accepté, on a besoin d'être cru, on a besoin d'être validé. Voilà, s'il faut utiliser un mot. Et tant qu'on l'a pas, c'est très dur de vivre très seul. Oui, mais comme tu dis, on vit dans des relations un peu en décalage. Oui. Parce que on n'est pas au même niveau que la personne, et puis on peut moins partager, donc on met des barrières aussi dans la relation avec des personnes qui peuvent pas nous accueillir comme on est, avec ces facultés-là ou cette spiritualité que ces personnes peut-être ne connaissent pas ou fuient d'une certaine manière ou dont ils ou elles ont peur. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de peur dans ces domaines. Après, il faut pas oublier que il suffit de regarder la télé pour voir qu'il existe plein de science-fiction sur des films d'horreur avec des gens qui sont possédés, des gens qui font de la magie noire, ce genre de choses. On pourrait en parler, c'est des gros chapitres. Oui. Genre pas mal de gens ici, j'ai vu pas mal de gens qui m'ont dit être victimes de magie noire, et puis faut gérer ce genre de situation. Bien sûr. Mais ça peut vite faire peur. Ça peut vite faire peur. À la limite, j'ai envie de dire, je comprends que ça puisse faire peur uniquement si on connaît pas ce terrain. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est culturel aussi. On peut soit se moquer de ces phénomènes, soit en avoir peur, soit être confiant si on a un peu d'expérience dans le domaine. Voilà, Puis aujourd'hui, comme on sait de pouvoir justement se développer dans cette activité, à quoi ressemble ton quotidien? Alors moi, je suis psychologue en cabinet, tout simplement, que ce soit j'ai un cabinet à Fribourg, un autre à Puy, en Suisse romande. J'ai envie de dire le 80% de ma patientèle ne viennent pas pour faire des soins énergétiques, régulation énergétique ou parler d'émergence spirituelle. Mais peut-être le 20%, oui. C'est mon estimation grossière. Ils viennent pour parler de leur vécu spirituel, parce qu'ils ne savent pas à qui on parlait. Ils veulent être pris un minimum au sérieux. Ils aiment bien mon approche holistique qui combine psychologie, régulation énergétique, parce que ça permet, j'ai envie de le dire, réellement, dès la première séance, très souvent, à soulager l'anxiété, le stress, certaines douleurs, certains symptômes de dépression, fatigue. C'est surtout pour ça que les gens ils préfèrent venir me voir, moi, avec cette combinaison des deux domaines. Et puis, après, j'ai envie de vous dire, au niveau communautaire, dans les professions de la psychologie, je reste quand même assez à part des autres. Ça, j'en suis bien conscient. Souvent, c'est soit on m'aime, soit on m'aime pas. J'ai envie de dire à la fin, qu'importe, je vais pas demander à ce qu'on m'aime ou ce qu'on m'aime pas, ou moi ce qui compte c'est d'aider mes patients, ça s'arrête à ça, et puis d'être authentique face déjà à moi-même, juste ça, face aux autres,
aider ma famille, aider mes patients, et le reste, ça n'a plus d'importance. Ce qu'on peut penser de moi. De toute façon, qui qu'on soit, il y a toujours quelqu'un pour nous critiquer. À la fin, faut se dire, allez, vivons nos vies. Vivons nos vies, et puis ne regrettons rien plus tard sur notre lit de mort. Oui, et puis comme tu disais, on en parlait tout à l'heure, hein, quand on est sur notre voie, sur notre chemin, on relativise aussi certaines problématiques relationnelles et on apprend aussi ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Et finalement, l'autre, il n'aime pas, ça crée de la peur chez lui. Et c'est ce que disait mon coach formateur, c'est son problème. et ça ne devient pas mon problème. Oui. À un moment donné, on dit les choses. Si l'autre, il n'est pas preneur, qu'importe. On ne va pas insister. Exactement. Il y a des profils qui ne sont pas faits pour. Ça éveille des peurs. Ça éveille quand même, comment on peut appeler ça, des crises existentielles, peut-être. L'angoisse de la mort, l'angoisse du transcendant, le sens de la vie. Chacun, après, est à son stade. Je ne dis pas que j'ai un stade supérieur à l'autre, mais je dis que je suis à mon stade déjà qui est à moi, sans vouloir me comparer aux autres. Et chacun l'est à sa manière, à son propre stade. Je sais que certaines personnes aiment bien se comparer entre elles, mais là, quand on est dans quelque chose de très existentiel, il n'y a plus à se comparer, il y a juste à être très authentique face à soi-même. Voilà. Parlons aussi des enfants, parce que c'est vrai que comment on permet à nos enfants, parce qu'on sait que les enfants, ils ont cette ouverture qui est déjà là avec l'âge, on crée des couches, on s'éloigne en fait de cette connexion à ce qu'on appelle l'inconscient, l'invisible, prouvé scientifiquement, hein, on peut revenir sur un langage scientifique, et comment on accompagne ces enfants à pouvoir continuer à conserver en fait cette faculté qu'ils ont, sans pour autant les mettre à part ou d'être jugés, ne serait-ce qu'à l'école, quand un enfant dit « Ah moi je parle avec mon petit cousin qui est décédé », et comment on peut, nous, en tant que parents, en fait, accompagner nos enfants là-dedans. J'ai déjà vu, je les vois moins, hein, les enfants qui ont des capacités extrasensorielles, mais j'ai déjà eu des témoignages de gens, de mamans, qui me disent « Ma fille parle ». Un être défunt, ou un fantôme, ou un esprit. Elle ne sait pas trop quoi, mais ça a l'air très réaliste pour la fille. Hein. Je me souviens d'une personne en particulier qui m'a dit qu'elle voyait sa fille communiquer à une sorte d'esprit, et puis en prenant une photo de sa fille, elle a vu qu'en arrière-plan, c'était étrange, elle m'avait montré cette photo, il y avait une ombre que j'ai pu voir aussi moi-même, qui était béante, et la fille qui avait le regard tourné vers cette ombre en train de discuter. C'est marrant parce que la mère m'avait dit que même elle-même, plus jeune, elle avait les mêmes capacités. Donc, ce genre de schéma mère-fille, mais capacités probablement médiumniques. Tout à fait. On peut dire ça. Je l'ai revu chez d'autres mamans qui m'ont dit, mais ma fille me parle de ceci, cela. C'est marrant parce que moi aussi, petite, j'ai eu ceci, cela. La même chose. Même capacité médiumnique. Mon rôle, là, c'est aussi d'essayer de rassurer plus la maman que l'enfant. Parce que l'enfant, il est en confiance. Tout à fait. Il est très souvent en confiance. C'est vrai. Et c'est les parents qui sont déstabilisés. Et la peur, elle peut se communiquer à l'enfant. Et il faut aussi apprendre à la maman, au papa, qu'importe, d'essayer de calmer ces émotions-là, de ne pas transmettre cette peur, d'essayer de se dire, voilà, ma fille parle à quelque chose de tout autre. Si c'est un ami imaginaire, tant pis, qu'importe. À la limite, la vérité absolue, on ne l'aura pas. Mais il y a quelque chose d'assez crédible, quand même. Et puis, apprendre à rassurer la maman en disant, écoute, de toute façon, la fille n'est pas attaquée, elle est rassurée. Donc, il faudrait qu'au contraire, ta fille puisse te rassurer par rapport à ça. Ces simples comportements rassurés rassurent la maman. En se disant qu'elle ne sera pas attaquée, il n'y aura pas de djinn, de fantôme, de je ne sais quel truc négatif, énergétique. Et puis, être le plus neutre, ça sera toujours ma recommandation pour les parents, être neutre. Ah, tu as vu ça ? Ah, d'accord. Ah, tu as vu ceci ? Ah, d'accord. Sans non plus essayer d'encourager la fille dans des formes de croyances. Voilà, tout simplement ne pas tenter de l'influencer, mais la laisser vivre au contraire ce qu'elle a à vivre dans ses perceptions, ou son imaginaire, qu'importe, parce que ça peut aussi être associé. On la laisse vivre ce qu'elle a à vivre de manière la plus neutre possible, développer ce qu'elle a développé, ou ne plus développer par la suite. Et puis on verra bien ce qui va se passer par la suite. Peut-être qu'un jour, ça luce. Je ne sais pas ce que ce développement de perception va faire, mais c'est vrai que très souvent, ça a tendance à s'éteindre avec les années. Oui.
Et comme tu dis, je pense qu'il y a à Mhm. un moment donné aussi une forme de choix. Dans les Oui. personnes que je connais, qui ont même été sur ce podcast, je fais référence à Catherine Buller, qui avait toutes ses capacités enfants, pas accueillies dans sa famille, Mhm. et qu'elle a fermé, et que c'est quand elle a commencé ses études d'infirmière qu'elle a rouvert ses canaux. Ah oui. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir dans sa jeunesse, je sais pas, sa vingtaine, sa trentaine, on se souvient de ce qu'on a été quand on était enfant, on se souvient de ces perceptions qu'on a eues, qu'on a peut-être bloquées par Mhm. peur. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui bloquent leurs perceptions par peur. Et puis qui se disent, bon, maintenant, je veux m'y confronter à mes perceptions. Je veux découvrir. C'est là qu'un accompagnement, déjà, ça peut être utile, hein, pour le coup. Et puis elles se disent, bon, maintenant, ça y est, j'ouvre mes canaux, j'ouvre ce que j'ai à voir, et je me laisse emporter, et je me développe. Il y a peut-être un petit côté déstabilisant, mais sur le moyen long terme, les gens sont toujours gagnants à ouvrir ça. Ça, c'est simplement d'expérience. Mais par contre, il faut être accompagné par rapport à ça. Il faut pas oublier, ça j'aime bien le dire aussi aux gens, et là je parle que d'observation personnelle. Le simple fait d'avoir une autosuggestion négative face à ces perceptions, ça peut modifier la perception extrasensorielle. Si on se dit que l'entité qu'on a en face de toi est horrible, par cette simple pensée, on peut en faire quelque chose d'horrible. Il faut faire attention à rester le plus neutre possible face au stimulus extrasensoriel qu'on peut avoir en face de soi, et se dire, on ouvre nos canaux sans y mettre de préjugés, sans y mettre d'autosuggestion. Ça va être horrible ou ça va être génial, mais on laisse le truc montrer ce qu'elle a à montrer pour pouvoir créer une sorte de connexion la plus neutre possible. Si on va dans ce domaine, si on ouvre ces canaux, mieux vaut le faire en étant rassuré, en Tout à étant fait. bien dans sa tête, pas en étant tourmenté. Là, au contraire, je recommande de ne pas entrer dedans si on est tourmenté de base, si on est plein d'autosuggestions négatives, si on a peur de je ne sais quelle entité qui va nous attaquer. Alors là, gardons les canaux fermés. Ok, n'ouvrons pas ces perceptions. Mais si on a une bonne psychologie, un bon développement personnel, et un bon entourage, des gens avec qui partager, se développer, là, on a tout à réussir, tout à gagner, d'ouvrir ces canaux. Mhm. Par rapport au monde relationnel, je dis souvent, le monde relationnel, il est porteur, comme tu dis, on est avec des bonnes personnes, et parfois, on est amené à avoir des conflits. Je souhaiterais que tu partages avec nous, si c'est OK, un conflit marquant que tu as rencontré, comment tu l'as surmonté, ou peut-être pas, parce que parfois, la relation n'a pas besoin d'être recollée. Oui, je sais que, par exemple, certaines personnes n'acceptent pas ce que je fais. Ce domaine de la psychologie, ce domaine énergétique, voilà, c'est des choses qui... Et donc, des gens peuvent ne pas m'aimer, me détester, voire me dire que je suis un charlatan, par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de gens qui pensent ça de soi, qui peuvent mal parler de nous à gauche, à droite, parce que voilà, ce genre de personnages existe. J'en suis arrivé à la conclusion finale que, même si c'était difficile de l'accepter, à un moment donné, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Voilà, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, il y a des gens qui peuvent mal parler de nous, c'est comme ça. Et quoi qu'on fasse comme métier, il y aura toujours quelqu'un pour mal parler de nous. Et puis que ce qui compte le plus, c'est pas ce qu'on pense de moi, ce qui compte le plus, c'est ce que je pense de moi. C'est ce que mes proches pensent de moi. Ma famille, mes amis, peut-être même mes patients, je les mets dedans. Vraiment me cibler sur qui compte pour moi. Et c'est que eux qui comptent, c'est que eux mon univers. Et les autres, c'est les autres. Ça a mon importance. Voilà, je me limite vraiment à ça. Et puis, qu'est-ce qui te ressource? Qu'est-ce qui te fait du bien? Ce qui me ressource, alors moi j'aime bien entrer en état de transe. Bien sûr, c'est mon quotidien, d'entrer en état second, de me faire des... Alors c'est étrange, quand j'entre dans cet état second, il y a bien sûr beaucoup d'énergie qui me traverse et puis je fais plein de gestes. C'est yogique, souvent des gestes yogiques. Pourtant, j'ai eu très peu de cours de yoga dans ma vie, mais là, c'est étonnant quand j'entre en état second, avec cette énergie qui est à l'intérieur de moi, ça me fait des gestes yogiques, donc ça m'équilibre vraiment au niveau énergétique. C'est des gestes très spontanés. Alors là, là, on n'est que dans le psychocorporel. Mais sinon, qu'est-ce qui me fait du bien? Tout simplement, mes enfants. Des choses toutes simples. L'essentiel. La famille, l'amour, ma femme. Des choses basiques. Mes amis. Tout simplement, cet entourage. La nature aussi. C'est peut-être secondaire. Et puis ça s'arrête à ça, je crois. Des choses très simples, comme tu très dis. Ouais, et puis j'ai même envie de dire, pour aujourd'hui, c'est ma problématique. Trouver le temps. Trouver le temps de prendre le temps. Ça s'arrête juste à ça. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que je suis assez pris dans beaucoup de choses, que ce soit ma société, que ce soit toutes mes activités, en fin de compte. Trouver le temps. Ça, c'est un truc que j'aimerais... J'ai encore à travailler sur ça.
Trouver des moments de prendre le temps de prendre mon temps. Voilà. Et dans ce que tu lis, ce que tu écoutes, est-ce que tu pourrais partager des ressources ou des choses qui t'ont fait un peu l'effet waouh pour les personnes qui nous écoutent? Ouais. Alors c'est vrai qu'au niveau lecture, il y a beaucoup de livres que j'aimerais lire, mais que je n'ai pas le temps de lire. Comme moi, tu fais partie de ces gens qui ont une énorme bibliothèque avec plein de choses. Je vais lire. Je vais lire un jour quand j'aurai le temps, mais je n'ai vraiment pas le temps. Donc j'avoue que, en tout cas, je me laisse influencer par personne. Et je me laisse non plus inspirer par personne, d'un autre sens. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est écouter tes podcasts dans la voiture. C'est peut-être la seule chose que j'ai à faire en ce moment. J'écoute des gens qui causent, qui m'inspirent en conduisant ma voiture, et ça s'arrête à ça. Mais j'aime bien écouter différents parcours de gens qui ont réalisé je ne sais quelle réussite, ambition dans leur vie. C'est vraiment ça qui me donne du peps. Vraiment, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des gens dans la spiritualité, que ce soit des parcours complètement atypiques, c'est ça qui m'inspire. Des gens qui s'assument complètement, ça j'adore ces gens-là. Pas des gens qui doivent faire ce qu'il faut faire pour être acceptés selon les codes sociaux. Ça m'intéresse un peu moins. Voilà, c'est ce genre de discours très inspirant. À la limite, j'aime bien écouter peut-être plus ces podcasts, parce qu'au moins la parole est vivante. Oui. On a quelque chose d'authentique, on a de la spontanéité plus qu'un livre qui a été étudié sur chaque mot. Ok, si il y avait une personne que tu aurais envie d'entendre sur les ondes de l'art de connecter, ce serait qui? Corinne Sombrin, clairement. Ça a beaucoup résonné tout ce que tu as raconté par rapport à elle, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à ce qu'elle a vécu en Mongolie, cette émergence dans le domaine chamanique. Oui. Elle m'intrigue beaucoup. Elle m'intrigue beaucoup parce que, oui, elle a vécu un éveil chamanique. Elle a voulu faire la connexion avec la science. Et aujourd'hui, elle en parle beaucoup dans les médias de manière très scientifique. Tout en parlant aussi, mais de manière très chamanique, avec ses propres mots. Mais j'ai l'impression qu'elle aurait beaucoup de choses à apprendre à beaucoup de gens. Puis c'est pas facile. Hein. Mais c'est comme ce discours que j'ai avec toi maintenant. Hein. Moi, je sais que j'ai un discours assez cadré d'un point de vue scientifique, hein, parce que voilà, c'est mes obligations. Et j'ai l'impression qu'elle aussi, elle a ce discours très cadré, dans un cadre bien scientifique, avec des mots très choisis. Et j'ai l'impression que dans une rencontre face à face, on pourrait complètement se lâcher et puis se dire 100 000 choses. Des choses qu'on peut pas dire facilement dans les médias. Parce que je sens qu'elle a aussi une crédibilité scientifique à mettre en avant pour démontrer ce qu'elle a démontré. Hein. Ouais, pour asseoir aussi sa place. Oui. Et je sais très bien, il y a un autre personnage que j'aime beaucoup moins connu, c'est Stephen Lorais. Stephen Lorais, qui est un grand chercheur, neurologue à Liège, qui a fait beaucoup de recherches dans le domaine des expériences de mort imminente. Lui, par contre, il est très physicaliste, philosophie physicaliste, donc très dans la science pure et dure. Il faut démontrer les choses. Et c'était l'impression qu'il m'a donné. Je me suis beaucoup fié sur ses études à lui pour réaliser moi mes propres recherches dans le domaine des expériences de mort imminente. Et j'ai l'impression que dans son parcours, ce que j'ai l'impression de loin, c'est comme si petit à petit, les lois de la physique, les lois de la science, c'est bien beau, mais c'est comme si j'ai compris que philosophiquement, il s'est beaucoup plus ouvert sur des questions, sans réponse. Je pense qu'il n'aura jamais ce discours dans les médias, ce discours ouvert, comme je peux l'avoir avec toi en off. Mais j'ai l'impression qu'avec lui, il pourrait dire réellement ce qu'il pense. Parce que j'ai l'impression qu'il doit avoir ce discours purement scientifique, neurologique, pour avoir des fonds de recherche, pour payer toutes ces recherches dans le domaine des expériences de mort imminente, mais vu que d'un point de vue physicaliste, pur et dur, mais qu'en réalité, il aurait plus de choses à dire. Mais ça, c'est mon impression personnelle. Peut-être que je peux me tromper, tout à fait, mais j'ai l'impression qu'il aurait beaucoup de choses à dire en off. Voilà. Super, merci. Merci pour ce moment fort, intense de partage. De ta générosité aussi, hein, de partager tout ce que tu as vécu dans ce podcast. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt, ce fut un plaisir. Merci. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin,
prenez le temps de parcourir mon site internet l'artdeconnecter.com où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.